Bonjour à tous, bienvenue sur cette deuxième journée de Japan Expo. Alors chez Buggy, c'est Doc Japan. Oui, bonjour, enchanté, je sais plus qui. Voilà. Alors Tonalf n'avait pas forcément tout le planning. On est content de vous retrouver, de commencer cette journée directement avec un invité. Aujourd'hui, on aura deux invités du collectif Vue du Japon. Ouais. Collectif qu'on a déjà représenté à plusieurs reprises, que ce soit via Japan Tour Festival et d'autres conventions. Par contre, Doc, toi, c'est la première fois oui. que tu viens chez nous en plateau avec Anjou Pop Corner. Donc, on va complètement découvrir ton contenu. Donc, moi, j'ai la question de base. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ce que tu fais et comment tu en es arrivé à produire tout ça? Bah écoute, alors qui je suis déjà, mon vrai prénom c'est Dominique, donc j'ai créé la chaîne Doc Japan, donc ça fait maintenant presque 3 ans. Comment j'en suis arrivé là? La passion du Japon, j'ai envie de dire, évidemment, hein, comme tout le monde. Oui. Je sais que c'est bateau, mais voilà, c'est comme ça. Je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. Ok, il y a une source, est-ce que c'est plus culture, manga, anime Au départ, j'ai envie de dire que comme la plupart des gens, c'est manga et animé. Hein. Ouais. Je suis de la génération Club Dorothée Ouais. et même avant. un petit peu plus vieux que la moyenne, on va dire. Mais et puis ensuite, mais pour moi, ça a été une ouverture en fait. Ça a été une ouverture sur la culture japonaise à laquelle je me suis intéressé de plus en plus au fil du temps. D'accord. Et puis après, évidemment, j'ai commencé à voyager au Japon, bien sûr. Ça fait maintenant 20 ans que j'y suis allé pour la première fois. Et forcément, à force, on s'intéresse de plus en plus. La culture, l'histoire, puisqu'on sait un peu voilà, j'allais y venir. dans laquelle je suis tombé un peu sur le tard, on va dire, parce que c'est un petit peu une des dernières choses à laquelle je me suis intéressé. Et puis alors là, ça a été le déclic, quoi. Vraiment. Du coup, maintenant, c'est ce qui me passionne, je dirais, le plus. Donc toi, la partie histoire, alors l'histoire du Japon, chez nous, on la connaît pas forcément très bien, on la trouve assez complexe. Est-ce que tu as un petit coup de cœur? Nous, par exemple, quand on parle de l'histoire de France, chacun a ses petites préférences. Il y en a qui vont préférer le Moyen-Âge, des périodes spécifiques de la Renaissance, la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que toi, au niveau de l'histoire du Japon, tu as ton petit coup de cœur, un truc où tu aimes bien creuser? Oui, c'est même un gros coup de cœur, on va dire, parce que ça couvre une période qui est assez longue. Ouais. Alors au départ, c'est vrai que comme beaucoup de gens qui s'intéressent à l'histoire du Japon, j'ai commencé par découvrir ce qu'on appelle le Sengoku Jidai, donc la période des provinces en guerre, qui couvre à peu près les 15e, 16e siècles, avec les batailles entre samouraïs. Ça, c'est à l'époque où le Japon il est encore découpé finalement en plein de petits morceaux. Exactement, voilà, il n'est pas encore réunifié, et c'est justement par ça que ça va se finir. Et puis petit à petit, à force de creuser, j'ai découvert que tout ce qui amène à ce Sengoku Jidai, en fait, c'est tout aussi intéressant, sinon plus. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai une période un petit peu de prédilection qui est la période Heian, en fait, qui couvre 4 siècles entre le 9e et le 12e siècle. Ok, d'accord. Voilà. Et en fait, c'est là que tout commence, parce que c'est là que tout bascule dans l'histoire du Japon. Avant, c'était plutôt tranquille, on va dire. Et à partir de là, ça commence à partir dans le chaos. Et après, c'est parti pour 7 siècles de domination samouraï, on va dire ça comme ça. D'accord. Et sur ta chaîne, c'est une chaîne YouTube, oui. C'est ça. Quel type de contenu tu proposes? C'est des vidéos où tu vas te concentrer comme ça sur une période, sur un morceau de l'histoire, sur un personnage c'est quoi les angles que tu abordes? Alors, sur la chaîne, je parle pas que d'histoire non plus. Pas que l'histoire. Hein, à la base, c'est une chaîne généraliste. Ok, sur le Japon. Sur le Japon, oui, bien sûr. Ouais. Et on a du bruit derrière. Ah oui, c'est l'ambiance. C'est l'ambiance Japan Expo. Donc oui, c'est une chaîne généraliste où je parle un peu de tout. Donc de culture, de tradition, de voyage aussi, évidemment. J'essaye d'aborder un peu tous les sujets. Pop culture aussi, hein, bien entendu. On continue. On revient toujours à nos premières amours, comme on dit. Donc effectivement, j'aborde tous les sujets. Et force a été de constater avec le temps qu'effectivement, l'histoire, ça intéresse quand même pas mal de monde. Donc c'est actuellement ce qui marche le mieux, on va dire, sur la chaîne. Mais j'essaye quand même toujours de garder une ligne éditoriale qui soit relativement éclectique, si je puis dire, qui soit variée. Donc, et de continuer d'aborder tous les sujets, même si l'algorithme n'est pas toujours d'accord, mais tant pis pour lui. Oui, toi tu fais ce qui te fait plaisir, ce que exactement. C'est pas ton activité principale, j'imagine. Non, j'aurais bien aimé, je te cache pas. Peut-être qu'un jour, on sait jamais. Peut-être. Mais non. Alors en termes d'activité principale, si je peux en parler 2 minutes. Oui, bien sûr. Là, je viens d'en lancer une.
il y a quelques temps, il y a quelques mois là, je me suis lancé en tant que travel planner sur le Japon. Ok. Donc, parce que comme c'est un pays que je commence à bien connaître vraiment, j'ai travaillé pendant longtemps dans le tourisme, j'étais agent de voyage, et donc je me suis dit je vais joindre l'utile à l'agréable. Et donc j'ai créé cette activité. Maintenant j'organise des voyages aussi pour toutes les personnes qui veulent découvrir le Japon sans avoir à s'embêter, à faire toutes les recherches et tout ça. C'est moi qui m'occupe de tout. Ok, on va y venir parce que d'ailleurs tu vas nous parler, tu vas nous proposer un petit peu une approche voyage-histoire. Voilà, c'est ça. On y revient. Avant ça, j'aimerais juste que tu nous parles un petit peu de ta présence à la Japan Expo, de la présence de Vue du Japon à la Japan Expo. Est-ce que pour toi c'est une première? Vous venez souvent là? Qu'est-ce que vous faites? Des conférences, des présentations, des introductions? Dis-moi tout. Alors, c'est pas une première puisque ça fait maintenant 3 ans aussi que je viens avec le collectif. Alors la première année, j'étais invité par le collectif. Oui. Et puis je les rejoins en fait, tout simplement. Je les ai rejoints parce que je trouvais que ce qu'ils faisaient était super. Et donc j'ai posé ma candidature, voilà, qui a été acceptée. Et donc maintenant je fais partie du collectif avec Julien, la balade du Sakura, avec David, avec tout le monde. Et du coup, je viens donc régulièrement. L'année dernière, je suis venu que 2 jours. Aujourd'hui, cette année, je suis là les 4 jours. Voilà. Et donc on essaie de tout gérer avec Julien notamment et Géro Japon et tout ça. Et ça se passe super bien. Et cette année, on a un stand qui est un peu plus grand que d'habitude et on va en profiter du coup pour faire des sortes de mini-conférences. Ok. Donc chacun dans son domaine un petit peu. Donc je vais faire, évidemment, moi je vais parler d'histoire entre autres. Je vais parler aussi de pop culture. Parce que je voudrais quand même faire aussi une mini-conférence sur l'arrivée des mangas en France. Comment ça s'est passé tout ça à l'époque. Comment on en arrive à tout ça à Japan Expo aujourd'hui. Parce que mine de rien, ça a été un long parcours. Et oui, je parlais aussi bien sûr d'histoire. Et Julien va parler des châteaux et tout ça. Il viendra en parler d'ailleurs en plateau si vous restez sur la chaîne. Julien Balade du Sakura qui viendra parler des châteaux. Il a fait un travail incroyable. Ouais. Donc voilà. Eh bien écoute, on va commencer notre petite discussion. Tu nous as préparé un document. Je pense qu'on peut afficher la première page. Et du coup, toi, l'idée, c'est de se dire, on va voyager au Japon. Voilà. Et pourquoi pas aller dans des lieux historiques. Alors, avant, moi j'ai une question comme ça qui est peut-être un a priori. On dit souvent le Japon, en effet, il y a eu une histoire, mais il y a eu aussi beaucoup de destruction. Est-ce que c'est pas difficile finalement de trouver des lieux historiques plus difficiles qu'en Europe, etc. Alors c'est sûr que ça saute pas aux yeux comme ici. Ouais. Ça c'est sûr, ça c'était une évidence parce qu'on voit plein de châteaux au Japon et effectivement la plupart sont des reconstitutions. Ouais. Bon ça Julien t'en parlera encore mieux que moi, donc je vais pas spoiler le truc, mais il ne reste que 12 châteaux authentiques au Japon. Oui, d'accord. Voilà, les autres sont des musées la plupart du temps parce qu'il y a eu effectivement des vagues de destruction comme tu l'as très bien dit, mais en fait il y a d'autres lieux alors historiques dans le sens où des lieux où il s'est passé des choses très importante dans l'histoire du Japon. C'est là-dessus que j'ai voulu mettre un peu l'accent. Et en fait, lors de mon dernier voyage l'année dernière, j'ai essayé de voir pas mal de ces lieux historiques. En fait, donc j'ai fait un petit parcours, pas seulement basé sur l'histoire, mais entre autres, il y a beaucoup d'endroits que j'ai découverts à travers tout ça et que je voulais voir aujourd'hui sur place. Donc il y a un peu de tout dans ce qu'on va voir là. Ok. Alors on commence. Est-ce que déjà tu as des choses à nous dire directement sur l'image que tu as mis là? L'image qu'on voit là, en fait, donc ça se trouve à Kamakura. D'accord. Donc c'est une ville qui est assez connue, mais qui est surtout connue pour son grand Bouddha, évidemment. Oui. Mais il y a énormément d'autres choses à voir à Kamakura. Et là, notamment, cet escalier mène à la tombe du tout premier shogun du Japon, Minamoto no Yoritomo. D'accord. Voilà. Et ça, il faut un petit peu la trouver. Alors du coup, j'en profite pour, je vais le montrer parce que du coup, ça c'est quelque chose que j'ai trouvé à Kamakura. On va repasser sur la caméra, Jamy, peut-être. Oui, on va repasser sur voilà. On va montrer ça. Alors ça, par exemple, c'est une petite carte que j'ai trouvée, qu'on peut trouver dans les rues à Kamakura. C'est en accès libre. Hein. On peut en prendre comme on veut. Et alors évidemment, c'est tout en japonais, hein, bien sûr. Et c'est toute une carte de la ville avec tous les lieux liés à ce fameux premier shogun Yoritomo. Voilà. Est-ce que tu peux nous redonner un peu de vocabulaire? Qu'est-ce qu'un shogun? Parce que alors, nous on connaît des termes comme ça. Tu vois surtout avec la série samouraï, qui est passée shogun, machin. Oui, alors il y a la série. Moi, je l'ai pas vu encore cette série sur Disney+. Qu'est-ce qu'un shogun? Un shogun, en fait, c'est un chef militaire. À la base, ça veut dire grand général. D'accord. En fait, le titre complet, c'est Seiitai Shogun. Donc, ça veut dire grand général pacificateur des barbares. Alors, le terme est un peu bizarre, mais voilà, c'est comme ça. Et en fait, c'est ça, c'est un général militaire. Et ce qui se passe là, au tout début, à la fin de la période Heian dont je parlais tout à l'heure, et début de l'époque Kamakura qui la suit, c'est que justement, les samouraïs
prennent plus ou moins le pouvoir. Alors, ils vont partager le pouvoir avec l'empereur, Mhm. mais ça va être, eux, ils vont avoir le pouvoir militaire, on va dire. D'accord. Donc, ça va être un gouvernement militaire, une sorte de deuxième gouvernement plus ou moins parallèle à la cour impériale qui se trouve toujours à Kyoto, ça bouge pas, et eux vont s'installer à Kamakura, justement. D'accord. D'où le nom de l'époque et le fait qu'on trouve énormément de lieux historiques dans Ok. cette ville. Parce que moi justement j'allais reposer une question. J'allais te demander avant de voir toutes les images, hein, Mhm. est-ce que, bon c'est aussi le cas en Europe, est-ce qu'il y a un fort lien entre les lieux historiques qu'on peut visiter et les religions du Japon? Parce que là tu as tout de suite mentionné il y a, le grand Bouddha et d'autres. Est-ce qu'il y a aussi ce fort lien comme chez nous avec les cathédrales, avec... Alors, j'ai envie de te dire oui et non, mais pas, enfin, en fait, un peu. On peut trouver un lien effectivement, mais alors il est peut-être pas aussi Présent que chez nous. Voilà, il est peut-être pas aussi. C'est pas aussi imbriqué, aussi intriqué que chez nous, en fait. Mais il y a quand même toujours un lien, effectivement, oui, notamment avec les sectes bouddhistes comme la secte Tendai, la secte Shingon, par exemple. On va en voir un petit peu dans les images par la suite, Alors, durant les slides. Il y a notamment un temple à un moment donné. Mais oui, il y a parfois une intrication entre les deux, mais elle est moins présente quand même que chez nous. D'accord, non mais c'était ma question, j'avais pas forcément de réponse. Alors, on va passer Alors, à là, on Ueda. passe à Ueda, donc qui est une ville qui n'est pas très très connue. Ouais. Qui se trouve pourtant qu'à 1 heure de Tokyo, c'est pas très loin en Shinkansen. Et donc c'est la ville des Sanada, effectivement le clan Sanada, qui est un clan qui est très célèbre au Japon, et notamment pour un personnage qui est Sanada Yukimura, qui a joué un très grand rôle à la fin du Sengoku Jidai. D'accord, ok. Donc je ne veux pas faire tout l'historique parce que sinon on est encore là demain. Oui. Mais voilà. Donc, et cette ville, vraiment, dans toute la ville, on trouve des représentations. Alors, on trouve ce qu'on appelle le kamon, c'est-à-dire l'emblème du Oui. clan. C'est ce qu'on voit sur le kabuto, là, donc sur le casque de samouraï. C'est les 6 ronds, là, les 6 voilà, cercles. les 6 cercles, là. C'est l'emblème des Sanada. Et on le retrouve absolument partout dans la ville. Donc ils sont vraiment très très fiers de leur héros local, on va dire. Ok, ça marche. Ah Alors, oui, ça j'ai bien aimé et d'ailleurs et ça m'a été aussi dit en commentaire sur la chaîne quand je l'ai montré. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça génial. On a l'habitude de voir les châteaux japonais, ouais, donc on voit à quoi ressemble un château japonais oui, de base. tout à fait, oui. Et pourtant, il y avait beaucoup de châteaux qui en fait étaient plus des forts, voire des fortins. Ça, Qui là, ressemblait quand on à voit ça, ça. on dirait un fort, ouais, tout à fait. Exactement, bah, c'en est un. C'est ce qu'on appelle le château d'Arato. Alors c'est pas très loin de Ueda justement. C'est dans la province dans la préfecture de Nagano, pardon. Et j'ai trouvé ça génial. Alors c'est une reconstitution, bien entendu. Ça, c'est hein, une ça a été reconstruction. reconstruit C'est en bois, donc j'imagine Oui, la voilà, ça fragilité n'a pas quand même. traversé les âges malheureusement, mais c'est très très bien reconstitué. C'est un fort tel qu'ils étaient au XVe siècle, donc au moment du Sengoku Jidai. Donc c'est le fort d'Arato. Et franchement, j'ai trouvé cet endroit absolument génial. Oui, t'as pu du coup y aller. J'y suis allé, profiter. j'étais tout seul. Hein. Tout seul. Honnêtement, ouais. il n'y avait personne. C'était vraiment C'est génial. encore épargné des touristes à l'heure actuelle. Ah, carrément, carrément. Et puis, ce qui est pas mal aussi, c'est que c'est un lieu qui a servi de lieu de tournage D'accord. pour des séries historiques. Ok. Au Japon, il faut savoir qu'il y a beaucoup de séries basées sur l'histoire, Ouais. ce qu'on appelle des taiga dramas. Il y en a un tous les ans, en fait. Ok. Et ce fort a servi 2 fois de lieu de tournage pour différentes séries. Ok, ça marche. On a un follower, merci pour le follow. Alors ensuite, on passe au rocher de Yoshitsune. Alors ça c'est sur la côte de la... Alors, en fait c'est juste au bord de la mer, on le voit pas parce que la mer est derrière moi sur la photo D'accord. évidemment. On l'imagine, on l'entend. On est sur le côté mer du Japon, près de Kanazawa, D'accord. pour ceux qui connaissent. Yoshitsune c'est un personnage important aussi, de la même époque dont on parlait tout à l'heure, Mhm. puisque c'est le demi-frère du shogun Yoritomo dont on parlait tout à D'accord, l'heure. donc du premier Voilà. shogun. Exactement. Voilà. Et ce rocher est célèbre parce que ce serait à cet endroit qu'il se serait caché. Alors ça, est-ce que c'est de la légende? Est-ce que c'est vrai? Oui. Ça, dans Un l'histoire peu du comme Japon, chez nous aussi, hein. Voilà, c'est ça. On a beaucoup de mal à faire la distinction. Et donc, il se serait caché à cet endroit-là parce que sur la fin de l'époque Heian, à la fin de ce qu'on a appelé la guerre de Genpei, Mhm. Yoshitsune a été un peu le héros de cette guerre. Je vais en parler d'ailleurs, j'ai une mini-conférence sur le sujet où je vais parler justement, je vais raconter la vie de ce personnage. D'accord, ok. Ce sera, si je ne me trompe pas, c'est demain, je crois demain 14h. Ok, Sur t'en le as fait des vidéos, c'est que en conférence. Non, pour ça l'instant. c'est que en conférence. Ok, d'accord. Donc, ceux ça, qui sont pas à la c'est une Japan exclu Expo, vous Japan ne le Expo. verrez pas. Voilà. Vous on va êtes le à filmer, donc j'espère que je pourrai le mettre sur la chaîne. Mais je fais une petite digression là, on va Vas-y, continuer les images. dis-moi. Du coup, tu as créé beaucoup de contenu vidéo. Est-ce que tu as eu envie d'écrire? Est-ce que tu as déjà écrit aussi un petit peu du contenu, voilà, des bouquins pour parler de Par rapport à l'histoire à l'histoire du Japon, etc. Ou est-ce que il y a un petit projet? Est-ce que je sais pas, je pose des questions. Non, mais moi. tu me poses la question qu'il fallait pas poser, quoi. Oui, j'aimerais bien. T'aimerais bien. J'aimerais bien. Est-ce qu'il y a un projet pour l'instant? C'est encore très très flou.
Très flou. Mais j'aimerais beaucoup. Parce que finalement, est-ce qu'on est si... en tout cas, on n'est pas noyé sous ce type de contenu, en tout cas en termes de bouquins. Moi qui aime bien me documenter avec des bouquins, aujourd'hui, je pense qu'il y a une place en tout cas. Voilà, c'est ce que je me suis dit aussi, j'ai eu le même raisonnement. Parce qu'effectivement, comme tu t'en doutes, j'ai pas mal compulsé de bouquins d'histoire. Ah oui, c'est ça, il y en a quand même quelques-uns en français. Il y a notamment de grands auteurs comme Pierre-François Souiri, par exemple, qui est vraiment l'expert, on va dire. C'est ça. Après, moi, je pense, que tu es créateur de contenu sur Internet, je pense ce bouquin qui vulgarise d'une certaine manière, qui rend ça abordable. Aujourd'hui, moi aussi, j'ai lu quelques bouquins. Ils sont parfois un peu austères. Il y a beaucoup de vocabulaire. Tout ça, je disais tous, c'est quoi un shogun, c'est quoi machin, les airs, les machins. Ça devient vite compliqué. Pour quelqu'un qui rentre dedans, on peut vite, je manque de vulgarisation. Tout à fait. Et c'est exactement ce que je me suis dit. Parce que quand j'ai commencé à lire ces ouvrages, j'ai fait la même réflexion que toi. Je me suis dit, mais attends, mais je comprends rien, quoi. Ouais. Et en fait, sans connaître déjà un minimum l'histoire du Japon, ces bouquins-là, ils sont très bien faits. Hein, comme je dis, c'est des experts et tout ça. Mais ça s'adresse à des gens qui connaissent déjà un petit peu. Parce que ça va plus loin. On creuse vraiment les sujets. Mais c'est vrai que, comme tu dis, ça manque un ouvrage de vulgarisation. Alors, il y a celui de Nota Bene qui est sorti il n'y a pas longtemps sur les samouraïs. Tout à fait. Mais vraiment une vulgarisation de l'histoire du Japon. J'avoue que ça me titille. Il y a des choses à faire. Allez, on va pouvoir continuer. La barrière d'Ataka. Voilà, alors c'est encore un lieu qui est lié au personnage de Yoshitsune. Puisque, effectivement, alors le fameux rocher qu'on a vu avant, c'est un endroit où il se serait réfugié. Parce qu'à la fin de cette fameuse guerre, en fait, son frère, Yoritomo, le premier shogun, le condamne à mort. D'accord. Voilà, donc il y a une traque à travers tout le pays. Non, c'est pas sympa, je vais pas tout expliquer maintenant, mais il y a une traque à travers tout le pays. Et du coup, Yoshitsune et ses quelques compagnons essayent d'échapper aux troupes qui le pourchassent. Et à un moment donné, ils doivent passer par la barrière d'Ataka. On va dire que c'est, pour simplifier en très très gros, c'est comme une sorte de péage. C'était des passages obligés à l'époque. Et là, ils ont dû se déguiser. Il y a eu tout un sketch, on va dire, que je ne vais pas raconter là. Je le raconte en vidéo sur la chaîne, évidemment. Pour passer cette barrière d'Ataka. Et c'est un épisode qui est bien parce que ça montre bien la fidélité, la loyauté d'un vassal envers son suzerain. Dans le cas où justement il faut qu'il y en ait un qui se sacrifie un peu pour lui. Voilà. Donc voilà. Donc j'ai trouvé cet épisode vraiment génial. Donc j'en parle dans une des vidéos du voyage sur la chaîne. Le village samouraï des Asakura. Donc Asakura, ça doit être un autre. C'est un clan. C'est un autre clan, voilà. C'est un autre clan du Sengoku Jidai. Et donc là, ça se trouve pas très loin. On continue un peu sur la côte de la mer du Japon. On est dans la région d'Echizen Fukui. Et donc, à côté des ruines de la résidence du clan Asakura, se trouve ce petit village de samouraïs reconstitué. Donc là aussi, c'est une reconstitution, mais toujours avec les moyens, les techniques de l'époque. Hein. Donc, c'est vraiment très très bien fait. On peut le visiter, on peut visiter les maisons et tout ça. Et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant aussi. Encore un lieu un petit peu épargné où on peut se balader assez calmement. Calmement, oui, c'est clair. Ouais, là, il y avait quoi? Il y avait 2-3 Japonais qui traînaient. C'est tout. Ok, hyper intéressant. Voilà. Alors là, la prononciation, Enryakuji, il est pas facile à dire, massacre sur le mont Iei. Voilà, alors le mont Iei, ça se trouve près de Kyoto. D'accord. Kyoto, je pense que tout le monde situe à peu près. C'est au nord-ouest de Kyoto. C'est un temple qui est très important dans l'histoire du Japon. Là, pour le coup, puisqu'on en parlait tout à l'heure, c'est le temple de la secte Tendai, si je ne me trompe pas, parce que je confonds toujours un peu les deux. Et c'est un temple qui date d'il y a très très longtemps aussi. Je ne me souviens plus de la date exacte. Mais pourquoi j'ai parlé de massacre? Parce que tout simplement, durant le Sengoku Jidai, lorsque le Japon commence à être tout doucement réunifié par le premier des 3 réunificateurs, là aussi c'est une conférence que je ferai dimanche notamment, donc Oda Nobunaga, à un moment donné, et c'est lié au clan Asakura précédent, parce qu'ils vont se réfugier, c'est des ennemis de Nobunaga, je ne vais pas tout raconter, ils se réfugient au temple Enryakuji. Et Nobunaga essaye de les faire sortir par tous les moyens, mais les moines refusent de les livrer. Et du coup, à un moment donné, il va prendre d'assaut le temple, carrément, ce qui est presque un sacrilège. Il faut bien se mettre dans le contexte. Donc là, il va incendier carrément le temple, le grand temple Enryakuji, donc un des plus grands temples du Japon, et un incendie qui va se voir à des kilomètres, et il va massacrer tout le monde. Hommes, femmes, enfants. Sans pitié. Sans pitié. Mais d'ailleurs, alors,
Je sais que Nobunaga, il y a la série Netflix là, de documentaire qui est pas mal. Je sais pas Oui, si tu l'as vu. exact. Ah oui, je l'ai vu, je l'ai même vu 2 fois pour te dire. Et alors moi j'ai découvert le personnage à ce moment-là et assez bien foutu, assez flippant quand même. Oui. Alors la série Netflix est très bien faite. Il y a quelques petites incohérences Oui, évidemment, c'est Netflix. C'est Netflix. Voilà. Donc il faut romancer le truc un petit Exactement. C'était Oui. pas un personnage aussi. D'après ce qu'on sait, alors oui, il pouvait être sans pitié, mais il pouvait être aussi très juste. Je veux dire, voilà, il y a. Bon, Mais c'est très ambigu toujours. Hein. Mais c'est vrai que moi, tu vois, ça a été une manière de vulgarisation que je trouvais assez intéressante sur tout à fait. la réunification et tout. Il faut trouver une porte d'entrée. Alors il y a YouTube bien sûr avec du contenu extrêmement intéressant. Il y a ce type de documentaire. Après, très important, quand on commence comme ça à s'intéresser, c'est croiser les sources. Croiser les sources, croiser les informations. Obligé. Parce que en fait, bon, il y a des points de vue différents. Les Américains, ils aiment bien romancer un petit peu les choses aussi, on connaît. Donc voilà. Noircir aussi un petit peu, parce que si tu prends la série Netflix et même Shogun, c'est pareil. Oui. C'est très. Alors j'ai pas encore vu. C'est très. Voilà. Oui, c'est ça. Bah, il faut dramatiser le truc un petit Exactement. peu. Voilà. Ah bah ça, celui-là je vais. C'est le King. Vas-y. Gyako. Non. Presque. Merde, je l'ai vu au moins. Mais Le bon, Kinkakuji. Kinkakuji. Voilà. Donc ça c'est à Le Kyoto. pavillon Nord. Là j'ai rien mis parce que du coup je voulais. Là si tu dézoomes, il y a plein de monde. Voilà. Exactement. T'as tout compris. Là, si tu C'est dézoomes. vrai. Et pourtant à 9h du matin, mais c'est déjà blindé de monde. Alors le Kinkakuji, qu'est-ce qu'il vient faire là? Parce que tout simplement, lui aussi, il est lié à l'histoire. Ah oui, d'accord. Parce que ça a été, à la base, alors, avant d'être le pavillon d'or, comme Pavillon on le voit là, d'or, voilà. ça a été la résidence d'un shogun, justement. D'accord. Alors c'est plus tard. Hein, c'est le reconstitue aussi où il a été. Oui, parce qu'il a été incendié plusieurs fois, voilà. malheureusement. Et ils construisent tout en bois aussi, les gars. C'est incendiaire. Bah oui, mais bon. Nous, on regarde au Moyen-Âge, bim, allez, en schiste, machin, calcaire, et les châteaux, ils sont toujours là. C'est vrai, c'est vrai. Bon, après, il y a des raisons qui font que. Mais Oui, bon, non, on mais va je pas rigole un peu. Hein. Non, mais c'est vrai. Et donc, du coup, c'est vrai que la plupart des gens vont voir ce temple parce que, ouais, c'est magnifique. Le pavillon d'or, c'est superbe. Puis on est dans bien une d'accord. zone à Kyoto où, en fait, tous les 100 mètres, il y a un truc à voir. Donc, Exactement. Et tout le monde, et la plupart des gens se concentrent sur 5% des lieux. Ouais. C'est comme ça. Donc, Et faut donc, regarder ta chaîne, suivre tes conseils, faire appel à ta société de travel planner Exactement, pour avoir parce que- un planning où on est tranquille. Ah bah je peux te dire, là, je vais travailler avec un guide français qui vit Qui est à au Kyoto. Japon, au Qui est Kyoto. là-bas et qui est certifié, un vrai guide Ouais. authentifié avec un diplôme japonais et tout, et il connaît Kyoto, mais alors comme sa poche. Ok. Vraiment, mais c'est incroyable. Là, il vous emmène dans des endroits, truc de fou. Nice. Alors là, c'est beaucoup moins connu. Shuzenji, Voilà, village des exilés. exact. Alors ça, on remonte vers Tokyo, là pour le coup, on est dans la péninsule d'Izu, pour ceux D'accord. qui connaissent. C'est un petit village, donc Shuzenji Onsen, c'est vraiment perdu dans la péninsule d'Izu. Là aussi, il n'y a pas grand monde, justement. Donc encore Bah, des fois, c'est bien, c'est bien. encore un lieu hors des sentiers battus. Et Shuzenji, durant l'époque Kamakura dont on parlait tout à l'heure, Ouais. a été un lieu d'exil, effectivement, parce qu'au Japon, à l'époque, quand on condamnait quelqu'un, les peines les plus lourdes, ça pouvait être soit la peine capitale, évidemment, Ouais. soit l'exil. L'exil, C'était d'accord. presque pire que la mort pour certains. Donc Shuzenji a servi de lieu d'exil, notamment pour le second shogun qui s'est fait Exilé. hop. exiler, mettre de côté. Je raconte ça aussi sur la chaîne, donc je vais pas tout raconter ici. Mais ça consiste en quoi globalement, ils sont là-bas, ils peuvent plus rien faire. Voilà, ils sont en exil dans un temple. D'accord. Donc ils sont un peu obligés d'entrer en religion malgré eux quelque part. D'accord. Et donc oui, non, ils peuvent plus sortir. Et puis surtout, ils peuvent être assassinés discrètement. Ah. Voilà. Ok. Tranquille, tu vois, comme ça. Donc, et c'est ce qui s'est passé justement pour Yorihei, donc le second shogun, et d'autres personnages également du Et clan donc, Minamoto. qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce village Et ben également comme tout à l'heure, là en l'occurrence, on voit une tombe effectivement, D'accord. qui est là donc depuis le XIIIe siècle. moment. Voilà. Donc qui est, si je ne me trompe pas, celle-ci, c'est la tombe de Noriyori, qui était le troisième frère du premier shogun. Ouais, on revient toujours à Ah, lui. les gars, hein. avec leur Ah, c'est des frère, grandes familles, hein. Moi, j'aurais pas trop aimé être frère de Shogun, visiblement. Parce que C'était pas l'idéal. c'est pas Non, l'idée. ils y sont tous passés, je te le dis franchement. Ah merde. Alors, Et il y en a d'autres. Il y a d'autres tombes. Il y a aussi voilà. Et ben voilà. Kamagura, le capitaine voilà du notre shogunat. shogun. C'est lui. c'est lui. Donc, C'est lui, Yoritomo. donc ça, c'est sa tombe. Non, ça la tombe, c'est ce qu'on a vu au début avec l'escalier. Ah oui, La avec première l'escalier, image. Donc Mais ça, c'est juste une statue. C'est sa statue
qui trône sur une petite colline qui surplombe Kamakura, en fait. Et là aussi, évidemment, il n'y a pas grand monde qui y va parce que bon, déjà, c'est un petit peu casse-gueule pour y aller. Et là, pour le coup, les statues ne sont pas des reconstitutions, elles sont là depuis. Depuis. Alors ça, je saurais pas te dire depuis quand elle est là, celle-là, j'avoue. Mais effectivement, voilà. Donc, on a déjà parlé pas mal de Kamakura. Je t'ai montré la carte et tout à l'heure. Donc voilà, bon, une statue. Ça fait partie des destinations que tu vas fortement recommander, j'imagine. Bien sûr, forcément, pour les amateurs d'histoire, c'est une destination. Et pas que d'ailleurs, peut-être. D'ailleurs. Ah non, pas que, bien sûr. Mais ça en fait partie, évidemment. Alors, un paysage différent. Oui, effectivement, là on est complètement à l'opposé, on est tout au sud, au sud de l'île de Honshu, l'île principale du Japon. C'est le détroit de Kanmon, donc qui sépare Honshu de Kyushu. Oui. En fait, et c'est là qu'a eu lieu une des plus grandes batailles, en l'occurrence une bataille navale du Japon. Justement, alors on va retrouver les mêmes personnages dont je parlais tout à l'heure. Donc la bataille de Dan no Ura, qui a opposé donc les deux plus grands clans de samouraïs de l'époque, donc les Minamoto dont on n'arrête pas de parler depuis tout à l'heure, et leurs adversaires de l'époque qu'on appelait les Taira. Et donc là, c'est la fin de la guerre de Genpei en fait. Et donc le personnage sur la statue qui est à gauche, c'est Minamoto no Yoshitsune, dont je parlerai justement en conférence demain. Voilà. Okay. Et donc c'est là qu'a eu lieu cette gigantesque pour l'époque, hein, bien sûr. Attention. Belle bataille. Belle bataille. À l'époque, il n'y avait pas le pont à côté là. Non, il n'y avait pas le pont à l'époque. Non, clairement, non. Et ça, donc voilà, une bataille vraiment épique dont j'ai beaucoup parlé sur la chaîne également. Donc je voulais vraiment voir ce lieu qui pour moi était vraiment. Et d'ailleurs, du coup, en fait, pendant de très nombreuses années, les guerres sur le territoire du Japon était vraiment entre clans de ce territoire-là. Tout ce qui est Mongolie, Chine, etc. Laisser tout ça tranquille, ou il y a eu quand même... Alors il y a eu en fait un épisode. C'est vrai que c'est une particularité de l'histoire japonaise. Donc ça, je vais en parler cet après-midi en conférence, parce que je fais une petite introduction à l'histoire du Japon. Alors là, pour le coup, vraiment, c'est vraiment pour les gens qui connaissent vraiment pas du tout. Voilà. Donc n'hésitez pas à passer sur le stand en début d'après-midi. Et en fait, le Japon a une histoire qui est quasiment exclusivement intérieure. C'est-à-dire que, voilà, effectivement, comme tu disais, ils se battent toujours entre eux, entre clans, etc. Notamment à partir du moment où apparaissent les samouraïs à partir du 9e, 10e siècle. Mais il y a eu quand même quelques petites escarmouches, on va appeler ça comme ça, euphémisme, avec l'extérieur, et notamment les Mongols, effectivement. Puisque à l'époque Kamakura, toujours, encore une fois, on y est, ont lieu ce qu'on appelait les invasions mongoles, donc en 1274 et en 1282. Mais elles ont été repoussées. Et alors, petite anecdote. Est-ce que si je te dis que c'est de là que vient le mot kamikaze? D'accord. Pourquoi alors Pourquoi? Parce que kamikaze en japonais, ça signifie le vent divin. D'accord, ok. Et en fait, les armées mongoles ont été repoussées par un typhon. Et c'est de là que vient le mot kamikaze, le vent des dieux, le vent divin qui a repoussé les envahisseurs en fait. D'accord, très bien. Je savais pas du tout pour le coup. Et la question que j'avais juste avant qu'on parle de Sekigahara, c'était c'est le jeu vidéo Ghost of Tsushima. Est-ce qu'il est sur une base vraiment historique ou pas? Parce que du coup, il me semble qu'on parle. Alors moi, j'ai fait l'introduction du jeu et on parle des Mongols justement. C'est exactement ça. C'est cette période-là. C'est tout à fait ça. C'est l'invasion mongole de 1274, effectivement, la première, puisqu'effectivement les Mongols en fait ont embarqué depuis la Corée, puisque c'est le point le plus proche du Japon en fait, et le détroit qui sépare la Corée de l'île de Kyushu. Donc ils vont arriver sur l'île de Kyushu, mais entre les deux, il y a deux îles qui sont Tsushima et Iki. Donc la première île sur laquelle débarquent les Mongols, c'est Tsushima. Voilà, c'est de là que ça vient effectivement. Ok, mais le jeu est sympa en tout cas à jouer. Alors Sekigahara, là on voit encore des camos. Seki, des Camon, effectivement. Alors, bon, là, du coup, c'est la dernière slide. Je voulais terminer par parler des grandes batailles. Donc, on a parlé de Dan no Ura juste avant. Et en fait, la plus grande bataille que le Japon ait connue, bataille terrestre cette fois-ci, c'est effectivement celle de Sekigahara, qui a lieu en 1600. Donc, c'est vraiment la toute fin quasiment du Sengoku Jidai. Et donc, qui oppose là, pour le coup, alors, c'est pas seulement deux clans, c'est carrément l'Est et l'Ouest du pays. Donc deux grosses factions. L'une se réunit autour de... Ah oui, j'avais demandé est-ce qu'il y a une réunification, mais oui, tu allais le dire. Du coup, ils ont réussi à se réunifier pour se battre. Exactement, c'est la fin de la réunification, puisque on va voir s'affronter donc l'Ouest, donc sous l'égide de Ishida Mitsunari, qui est le successeur, le successeur quelque part de Toyotomi Hideyoshi, qui est le deuxième unificateur du Japon.
et les armées de Tokugawa Ieyasu, qui lui est le troisième. Ah oui, Ieyasu Voilà. qu'on voit également dans le fameux docu Netflix là. Exact, bah oui, oui, tout à fait. L'autre, Hideyoshi aussi. En Oui, fait. c'est On ça. voit les Oui, c'est trois. vrai que ça me disait quelque chose. Effectivement. Et donc la bataille aura lieu à Sekigahara. Donc c'est pas on va dire C'est au une milieu, plaine. C'est un petit peu au nord-ouest de Kyoto. Ok. Nord-ouest, ok. Voilà, c'est une sorte de plaine entre les montagnes comme ça. Mhm. Et donc ça aura lieu donc en septembre-octobre de l'année 1600. Mais en fait tout va se jouer sur une journée et tout va se jouer sur la trahison d'une faction, Ah, coup dur. d'un clan Toujours les histoires du de clan trahison. adverse. Ah mais les Toujours trahisons ça va bon train dans l'histoire japonaise, mine Ouais, de rien. ils aiment On bien, parle toujours de la fidélité des samouraïs et tout ça, mais en Ouais. fait il y a beaucoup de trahisons. Hein. Ça trahit, ça trahit. Voilà, et c'est comme ça, et c'est après cette unification que Tokugawa Ieyasu va devenir, Du coup, je te le donne en mille, shogun. le shogun. Ok, Voilà. d'accord. Ok. Effectivement. Et c'est d'ailleurs le fameux shogun qu'on voit dans la série. Oui, éponyme. oui, ok. Voilà, c'est de là qu'il est inspiré. Ok. Ah mais j'ai pas bon. Il faut que je regarde la série Disney Plus aussi pour. Oui, c'est pas mal. J'ai fait une vidéo aussi sur où je compare justement la fiction avec la réalité Oui, historique. bah oui. Forcément, parce qu'il y a évidemment c'est Il y a romancé. plus Hein. de slides, c'est ça que tu nous dis en Oui, régie. Bah, oui, tu c'est peux remettre la dernière, caméra. Je confirme. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais parler un peu de Sekigahara, qui est quand même. Il y avait quand même, je sais plus combien de dizaines de milliers d'hommes, mais c'était facilement 150 000 ou je sais plus. Ah oui, quand même. Ça Ah oui, non, commence à- c'était quand même. C'est du C'était costaud. Hein. En fait, le site de Sekigahara, pour te dire, est jumelé avec 3 autres sites de bataille dans le monde qui sont Gettysburg aux États-Unis Mhm. et Waterloo. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Non mais c'est vrai. Et alors autant Waterloo je connais, Gettysburg c'est quoi? C'est guerre de sécession. Exact. Parce que moi en fait quand tu m'as parlé de ça, je me suis dit tiens c'est un peu leur guerre de sécession avant les États-Unis. C'est ça, Parce ouais. que finalement les États-Unis c'était nord et sud, là c'est ouest et est. On est dans ces fameuses batailles qui séparent pour réunir après coup quoi. Exactement. Voilà. Donc intéressant. Ok, donc tous ces lieux-là. Donc toi tu invites les gens à se construire aussi des voyages. Alors c'est vrai qu'on a souvent une approche un petit peu pop culture, on va Bien aller à sûr. Tokyo, Kyoto, Osaka. Mais il y a aussi des approches comme ça, aller rentrer dans les terres, découvrir des lieux historiques, découvrir des petites pépites, s'éloigner aussi des foules de touristes. Aujourd'hui, on entend beaucoup dire le surtourisme au Japon qui peut être un peu inquiétant pour certaines personnes. Ça peut être une approche qui permet de l'éviter. Tout à fait. Alors, il n'y a pas que ça, bien sûr, mais effectivement, en faisant un petit parcours comme ça, c'est pour ça que j'ai voulu montrer des endroits qui ne sont pas très très connus Ouais. et où, comme on a vu au fur et à mesure, voilà, des fois, il n'y a pratiquement personne, quoi. Ça permet de découvrir des choses vraiment super intéressantes, au niveau culturel, bien sûr, au niveau historique. Après, c'est vrai que quand on s'aventure dans des lieux un peu moins comme ça, est-ce qu'on arrive quand même à s'y retrouver? Est-ce qu'on n'est pas perdu? Parce que du coup, plus on rentre dans les terres, plus c'est difficile de communiquer si on parle pas le japonais. Comment ça se passe? Ça va? On arrive Ça à va. s'y retrouver? Ils sont Non, quand même. franchement, ça va. Je vais être honnête, hein, je suis pas du tout bilingue, Ok. clairement. Je parle un petit peu japonais Oui, quand t'as des même. petites bases. Mais j'ai une petite base et elle suffit largement, j'ai envie de dire. Et même aujourd'hui, avec les applis de traduction, honnêtement, On arrive à on s'en sort. Alors, j'ai un exemple. Je vois de temps en temps des gens, quand je leur parle de voyage et que je leur parle éventuellement de louer une voiture, et tout de suite ils me disent ah ouais, mais les panneaux sont tous en japonais, on va rien comprendre et tout. Non, mais ça, c'est un cliché un petit peu. Non, les panneaux sont pas tous en japonais, loin de là. Enfin, ils sont en japonais bien sûr, Oui. mais c'est transcrit. La Ouais. plupart du temps, c'est transcrit en alphabet occidental. Et même en dehors des grandes villes, même dans les campagnes. Et puis de toute façon, toutes les voitures sont équipées d'un super GPS. Donc, Ouais, ça va. C'est vrai que ça fait partie des craintes de beaucoup. Oui, c'est Prendre vrai. la voiture pour. C'est vrai quand on va visiter certains des lieux là, on n'a plus le choix. Les transports nous emmènent pas jusqu'au il y a pied. certains lieux. Le château d'Arato qu'on a vu tout à l'heure, le Ouais. fort, Oui. par exemple, celui-là, sans la voiture pour y aller. C'est impossible. Non, là, ça va pas. Il n'y a même pas de bus. Ouais, c'est vraiment. Si il j'avais faut- pas été en voiture ce jour-là, j'aurais pas pu y aller. Ouais. Ok. Et c'était ma première location de voiture, donc j'étais un peu stressé aussi. Mais bon, en une demi-heure, 1 heure, c'est passé quoi. Ok, ça marche. Très bien. Est-ce que tu as des projets, enfin des sujets sur lesquels tu travailles, des vidéos là qui vont sortir bientôt
avec des thématiques en particulier ou bon là t'as dû bosser j'imagine pour préparer tes conférences à la Japan Expo. Oui, donc du déjà coup, pas mal. J'ai pris un petit peu de retard dans, dans mon Est-ce planning. qu'il y a des petits sujets? Tu as parlé là, ton analyse Shogun série versus réalité, ça doit être assez récent parce que la série elle a quoi Oui, quelques mois c'était sorti je crois en février, un truc comme ça. Moi la vidéo je l'ai sortie juste avant le dernier épisode. Ok. J'ai bien fait parce que ouais. du coup c'est la plus vue de la chaîne. Ah bah Donc ça, ce genre de c'était Bah, un non mais de bon toute façon souvent quand on regarde ce genre de série c'est des choses qu'on se pose assez vite. Tiens, c'est quoi la réalité derrière tout ça? Donc forcément Exactement, bah t'as bien surfé là-dessus. forcément. Est-ce qu'il y a d'autres donc du coup des petits sujets Alors là du coup après cette vidéo là j'avais sorti une série de 3 vidéos sur l'époque Kamakura, donc c'est pour ça que je suis encore un peu dedans. Et je vais sortir une sorte de vidéo bonus un petit peu pour parler de la société de Kamakura, parce qu'il y a beaucoup de changements aussi au niveau de la société à cette époque-là. On va parler de bouddhisme, on va parler du zen par exemple. On va parler aussi de... J'ai presque envie d'employer le terme délinquance, parce que bon, mine de rien, à l'époque, il y a quand même beaucoup de bandits de grand chemin, on va appeler ça comme ça. Donc les Hakuto, tout ça. Les pirates aussi, des choses comme ça. Donc voilà, je voudrais faire des vidéos un petit peu en marge de ce que j'ai fait là il y a un mois ou deux. Et ça devrait sortir, si tout va bien, j'espère encore cet été, sinon à la rentrée. Ok, bon, il y a du boulot. Il y a du boulot, effectivement, ouais. Et je continue à publier toutes mes vidéos de voyage, bien sûr. Du coup, on te retrouve sur les réseaux, sur YouTube, sur Instagram également. Je suis un peu sur Insta, oui, c'est pas. Bah, si je suis pas très doué, mais. Mais si on a besoin de te contacter, typiquement pour du travel planning, on peut te contacter bien sûr, alors, sur Insta. On peut me contacter. Alors, il y a mon site docjapantravel.com. Voilà. Déjà. Et puis, via YouTube ou Instagram ou même Facebook, tout simplement. Donc on peut me contacter relativement facilement. Et puis si vous êtes à Japan Expo, je suis là jusqu'à dimanche. Ça marche. Et c'est noté. Nous on va faire une petite pause. Merci beaucoup Doc Japan pour cet échange très intéressant. Et on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.